aujourd'hui, moi, je voudrais revenir sur l'angle, sur la question de la protection sociale pour tous, sous l'angle de la santé, et pour cela revenir sur un concept qui fait aujourd'hui consensus au sein de la communauté internationale, qui est la question de la couverture santé universelle. Peut-être un peu pour comprendre d'où vient et de quoi on parle, qu'est-ce que la couverture santé universelle? Donc, elle a été décrite par Margaret Chan, l'ancienne directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé, comme le concept le plus efficace que la santé publique puisse offrir. Donc, cette couverture santé universelle, CSU, pour parler dans le jargon international, est devenue vraiment la priorité de la communauté de la santé mondiale, et elle repose sur le droit à la santé. C'est-à-dire le principe simple que je pense que dans cette salle on connaît, que quiconque, riche ou pauvre, doit avoir accès aux soins de santé dont il a besoin sans s'exposer à des difficultés financières. Donc les personnes aient accès aux soins de santé dont ils ont besoin et pas en fonction de leurs moyens. Donc la CSU implique que tout le monde ait accès à la même protection financière et aux mêmes services de santé de qualité. Et pour encore une fois citer l'OMS, qui dit que la couverture santé universelle est donc une composante essentielle du développement durable et de la lutte contre la pauvreté et un élément clé de tout effort de réduction des inégalités sociales. Elle témoigne de l'engagement des pouvoirs publics à améliorer le bien-être de tous les citoyens. Pour revenir un peu sur le cadre normatif aujourd'hui de la couverture santé universelle, c'est un concept, ça je reviendrai un peu là-dessus, qui est apparu à la fin des années 2000. Aujourd'hui, il a fait l'objet d'une résolution des Nations Unies qui a été adoptée le 12 décembre 2012. Donc le 12 décembre est la journée internationale de la couverture santé universelle. Et aujourd'hui, elle figure comme sous-objectif des objectifs de développement durable, ce qui a été présenté tout à l'heure, qui est la feuille de route internationale adoptée par l'ensemble des chefs d'État en septembre 2015, qui a pour objectif global de lutter contre, d'éradiquer la pauvreté, la faim et lutter contre les inégalités d'ici 2030. Et ces ODD prennent la place aux objectifs du millénaire du développement qui avaient été lancés dans les années 2000. Donc pour refaire un peu la genèse de ce concept international, sans faire toute l'histoire de l'humanité, j'ai décidé de commencer à partir des années 80, donc les années 80 qui ont été marquées par des crises de la dette, pour faire le lien avec les interventions précédentes, et des politiques qui ont été prônées par des institutions financières telles que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, qui étaient les politiques d'ajustement structurel. Donc ces politiques, je pense que j'apprends rien à personne ici, ont prôné des politiques de réduction drastique des dépenses publiques, et en premier lieu des dépenses dans les secteurs sociaux, notamment le secteur de la santé. Donc dans de nombreux pays, ce qu'on appelle les pays en développement, ça a signifié quand même une faillite organisée des systèmes de santé, avec des systèmes de santé qui n'étaient plus financés, donc de graves conséquences sur la qualité des soins et sur justement les systèmes de santé dans des pays, notamment en Afrique subsaharienne. En réponse à cette crise qui est venue assez rapidement, il y a eu des initiatives lancées, notamment ce qu'on a appelé l'initiative de Bamako, qui était pour financer des systèmes de santé, une des solutions de cette initiative, pour financer les systèmes de santé, on allait maintenant recourir principalement sur les recouvrements des soins par les usagers, par les patients, ce qu'on a appelé l'introduction assez massive des paiements directs au point d'usage, des paiements directs. Donc les patients, pour avoir accès aux soins, avant d'avoir accès aux soins, devaient d'abord passer par la caisse et payer leurs soins. Et ça a eu des conséquences assez directes, ces politiques-là. Aujourd'hui, quand même, une sorte de consensus sur ces conséquences, qui ont été une crise des systèmes... je ne dis pas que les systèmes de santé avant ça étaient merveilleux, mais quand même un renforcement d'une tendance de détérioration des systèmes de santé. Donc c'est pour ça qu'on voit dans les pays les plus pauvres des systèmes de santé aujourd'hui qui sont trop faibles pour pouvoir garantir un accès aux soins à leur population, mais aussi une augmentation des barrières financières à l'accès aux soins et un réel appauvrissement des populations. Et tout ça amène bien évidemment quand même à des statistiques sanitaires alarmantes et n'a pas aidé sur l'amélioration des conditions de santé dans les pays les plus pauvres.
Donc, comme j'ai dit, concrètement, les paiements directs, c'était et c'est toujours, parce que c'est encore une réalité dans de nombreux pays qui ne sont pas sortis de ces paiements directs, des soins refusés. Donc, on avait parfois des situations qui pouvaient être même les plus caricaturales, de femmes qui arrivaient dans des centres de santé pouvoir avoir des césariennes d'urgence, à qui on demandait d'abord de devoir payer l'ensemble des actes, que ce soit l'intervention du médecin, voilà, la piqûre, le pansement, etc. Donc voilà, enfin, ça n'étonne personne que ça n'a pas aidé sur les questions de mortalité maternelle et infantile, et bien évidemment un creusement très important des inégalités d'accès à la santé. Donc à partir du début des années 2000 et tout ça jusqu'au 2010, où il y a le premier grand rapport de l'OMS sur la couverture santé universelle, on s'est rendu compte, il y a une prise de conscience de l'erreur de ces politiques-là, et qu'il y avait un grave enjeu d'accessibilité, notamment financière, à la santé. Donc il y a des grandes politiques qui ont été lancées, notamment des politiques de gratuité. Et ça, on en a vu l'effet bénéfique et le fait que ça a quand même, voilà, les grandes politiques de gratuité, d'accès à la vaccination, à la santé maternelle, à la santé infantile. Donc il y a quand même eu des progrès qui ont été atteints et des baisses de mortalité. Et cet essor du concept de CSU qui aujourd'hui est dans les textes internationaux. Mais aujourd'hui, pourquoi c'est encore un enjeu, c'est qu'il y a toujours une urgence à agir. Chaque année, il y a plus de 100 millions de personnes qui basculent dans la pauvreté en raison des dépenses de santé, et bien plus encore qui, tout simplement, n'ont pas accès aux soins parce qu'ils n'ont pas les moyens de se le payer. Comme ce qui a été dit, on considère qu'il y a 80% de la population en Afrique subsaharienne qui n'est pas couverte par le risque maladie, parce que de nombreux systèmes de protection sociale sont basés sur la question du travail formel. Donc c'est quand même aussi un frein dans des économies basées fortement sur le travail informel. Et je vais m'accélérer. Donc en partant de ce concept-là sur un objectif de réduction des inégalités d'accès à la santé, quels aujourd'hui pourraient être les risques à l'avènement d'une réelle couverture santé universelle? C'est quelque chose que nous, on observe en tant qu'ONG dans ces débats sur comment allons-nous atteindre d'ici 2030 ces objectifs de développement durable. Il y a forcément un prérequis qui est celui d'une augmentation importante du financement. Et sur les questions de la santé, on part quand même d'une situation d'un sous-investissement chronique dans les systèmes de santé. Donc quelle pourrait être la solution? Normalement, une solution qui est prônée et qui est un standard international est celui que les États investissent un minimum dans leurs services de santé. Mais ça, aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même très peu d'États qui respectent les standards internationaux. Il y a aussi la question de l'aide publique au développement, qui n'est pas la fin en soi, mais qui est aussi une source qui se tarit. Donc on entend, nous, de plus en plus, et pas que sur la santé, la petite musique, une solution qui est, sans être trop caricaturale, qui est un recours plus important au secteur privé. Et cette CSU, quand même, il faut le dire, a un risque potentiel d'ouvrir le grand marché de l'assurance maladie privée dans certains continents, notamment le continent africain. Et on voit de la part des pays donateurs les anciennes, qui sont peut-être légitimes pour eux, les questions aussi de diplomatie économique et un potentiel de pousser ces fleurons de l'assurance maladie dans de nouvelles géographies. Donc, ok. Donc, j'aurais pas plus de discipline. Donc, nous, ce dont on a peur, on s'est battu quand même pendant des quinzaines, des dizaines, plusieurs dizaines d'années pour l'avènement de ce concept de couverture santé universelle. Ce qu'on a peur, c'est de pousser des mauvaises solutions, et qu'avec de mauvaises solutions, on arrive à l'effet inverse de ce qui a été poussé par le concept de couverture santé universelle, l'effet est un recul important sur la lutte contre les inégalités d'accès à la santé. Pourquoi des mauvaises solutions? Parce qu'on a quand même vu que il y a peu de pays, qui ont largement recouru à des systèmes basés sur l'assurance maladie privée, qui ont réussi à atteindre la couverture santé universelle, sans trop nommer les États-Unis. Je ne pense pas que ce soit un modèle de système de santé, de protection sociale les plus égalitaires dans le monde. Donc aujourd'hui, pousser des systèmes qui n'ont pas fait leur preuve dans l'attente de la CSU, ça peut être quand même assez dommageable, et surtout considère que l'assurance maladie privée
a des caractéristiques qui lui sont propres, qui sont quand même inappropriées pour en attente de la couverture santé universelle, parce qu'elle repose la question aussi des personnes qui peuvent se permettre de cotiser à ce système d'assurance. Et souvent, c'est des solutions qui sont déjà pour les classes moyennes supérieures, qui peuvent déjà se permettre un accès à la santé ou qui sont déjà couverts par des systèmes de protection sociale. Donc, on n'atteint pas notre cœur de cible. Il y a aussi la question de l'assurance maladie privée qui ne tient pas forcément en compte du partage des risques, parce que voilà, poussé par des logiques qui sont naturelles pour des entreprises d'assurance à but lucratif, c'est quand même d'attirer le plus les personnes qui ont des risques moindres, donc et peut-être, et d'exclure par conséquence des personnes qui ont des risques les plus élevés. Dans certains pays, avec des patients atteints de maladies comme le VIH, comme la tuberculose, la multirésistance, et aujourd'hui le développement des maladies non transmissibles qui sont des maladies qui sont extrêmement coûteuses. Quel va être l'effet d'exclusion de ces patients-là, mais aussi bien évidemment des populations les plus pauvres qui ne pourront pas se permettre d'avoir accès à ces assurances-là. Et une autre fois, et encore un autre point, celle de la réglementation de l'État, parce que sans un État fort qui peut réglementer le prix des assurances, on voit une augmentation des coûts de dépenses de santé. Mais l'autre conséquence du fait qu'aujourd'hui, dans la communauté internationale, on va atteindre la CSU, je caricature un petit peu, mais en poussant l'assurance et le secteur privé, c'est aussi sur des ressources qui sont déjà peut-être moindres, perdre des ressources sur le renforcement des services publics et des systèmes publics. Nous, on l'a vu sur pas mal de choses, sur la question des partenariats publics-privés. C'est notre grand exemple à Oxfam de l'hôpital du Lesotho, qui était un partenariat public-privé pour un grand hôpital de standing assez élevé dans la capitale, qui a mobilisé presque la moitié du budget de la santé du Lesotho, alors que c'était un hôpital qui avait quand même, qui était un hôpital privé, qui était vraiment, où les personnes qui avaient le plus accès étaient les personnes habitant dans la capitale et qui avaient déjà moins de problèmes, pas les plus concernés par les freins à la santé, et qui ne touchaient pas du tout les populations rurales, qui sont elles quand même encore une fois le cœur de cible de ce système, de ce concept de couverture santé universelle. Et enfin, je voulais pas conclure là-dessus, mais je crois que le temps m'y est. Sur aussi les logiques qui peuvent être des questions légitimes, de pousser des acteurs lucratifs de l'assurance sur l'effet de commercialisation de la santé, parce qu'il y a des travers aussi à des systèmes où on pousse à fond ces systèmes-là et après on subventionne la santé pour les populations les plus pauvres, parce qu'il y a quand même il y a une logique de rentabilité dans une entreprise à but lucratif. Donc avoir un système de santé toujours un peu à deux vitesses, avec de la santé de la santé de pauvres subventionnée et sans un partage des risques avec l'ensemble de la population, qui est quand même un des fondements de la question de l'universalité. Donc beaucoup de questions qui se posent. Je m'arrête là, mais on aura sûrement l'occasion d'en discuter.